Salut à vous. Aujourd'hui, une vidéo courte et urgente. Courte parce que j'ai beaucoup de travail par ailleurs, urgente parce que j'ai appris des choses qui ont fait sur moi l'effet d'une révolution copernicienne et que j'ai grand hâte de partager avec vous. Voilà. Alors quand je parle d'une révolution copernicienne, c'est-à-dire que voilà, d'un seul coup, l'univers est son dessus-dessous. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une chose très simple, et que je résume maintenant, mais que vous comprendrez mieux à la fin. J'ai compris que les politiques du virus, et les biopolitiques du virus en particulier, étaient des biopolitiques de l'information. Voilà. Et que par conséquent, tous les parallèles qu'on peut faire entre les mesures de contrôle de l'information, les mesures policières, de contrôle de l'information, de contrôle de l'information émanant des déplacements des individus, etc., ces parallèles qu'on peut faire, sont pas en fait des parallèles. Quand je dis les politiques du virus sont des politiques de l'information, ça n'est pas une métaphore, c'est ce dont il s'agit, et je vais essayer de m'en expliquer. Bon, alors, voilà pas que, au fur et à mesure de l'épidémie, j'ai tâché, comme tout un chacun, de m'informer et d'essayer de comprendre ce que c'était que ce virus et ce que c'était qu'un virus. Bon, et qu'est-ce que c'est qu'un virus fondamentalement? Fondamentalement, un virus, c'est une petite séquence d'ADN ou d'ARN qui est là, qui traîne dans l'environnement, qui fait jusqu'à 250 nanomètres. Et donc c'est une toute petite séquence d'informations et qui est inerte. Alors il existe des débats, vous trouverez ces débats dans différents articles scientifiques, il existe des débats pour savoir s'il s'agit ou non de quelque chose qui appartiendrait au règne du vivant. Est-ce que c'est totalement une chose ou est-ce que c'est du vivant? C'est du vivant en ce sens que ça a de l'ADN, c'est inerte, et donc ça n'est pas du vivant en ce sens que ça ne se reproduit pas soi-même, ça ne bouge pas, ça ne veut pas, ça ne désire pas. Donc voilà. Et alors ensuite, on apprend que ces petites séquences d'informations ont besoin d'une cellule pour les incorporer, et pour faire donc d'une cellule vivante, les cellules d'un être vivant, euh, pour les incorporer et pour faire siennes les données d'ADN ou d'ARN qui constituent le virus. Je reprends. Il y a des petites séquences d'informations disponibles dans l'environnement. Elles sont là, elles sont inertes. Elles sont par milliards de milliards. Chaque gouttelette d'eau dans l'océan euh, contient des dizaines de milliers, de millions de virus. Bon, il y a du virus dans la nature. Et quand je dis il y a du virus, je pourrais traduire il y a partout sur Terre, à la surface de la Terre, et par milliards de milliards, des petites séquences, d'infinitésimales séquences d'informations qui attendent en quelque sorte, mais là encore c'est un abus de langage, qui peuvent interagir, même pas, euh, dont le vivant peut s'emparer et qui va transformer le vivant. Donc, une cellule rencontre de l'ADN, l'incorpore, ou de l'ARN, et s'en trouve transformée ou non. Elle peut y résister, elle peut le rejeter, et par ailleurs, elle peut réagir différemment, même s'il s'agit de cellules d'organismes comparables, au même virus. Alors ça, vous le comprenez tout à fait bien. Euh, des tas de corps dans la société française sont aujourd'hui en contact avec cette chose inerte qui peuple l'atmosphère et qui est une petite séquence d'informations. Euh, on pourrait même dire en fait une petite séquence de données. Euh, Ces corps-là vont réagir différemment. Certains vont ne pas attraper le virus Covid-19, d'autres vont l'attraper mais de manière asymptomatique, donc d'autres vont le développer de manière symptomatique mais pas grave, et d'autres vont le développer de manière symptomatique létale. Bon, mortel quoi. Alors, je reprends. Qu'est-ce que c'est qu'une petite séquence d'ADN ou une petite séquence d'ARN? C'est une petite séquence d'information. On ne peut pas encore l'appeler information, elle n'est que virtuelle, tant que du vivant ne s'en est pas emparé, tant que des cellules ne s'en sont pas emparées. Euh, Ce sont des petites séquences de data. Voilà. Donc on reprend le monde.
la planète est tout entière peuplée de petites séquences de data qui n'est lisible que par du vivant. Voilà. Voilà ce que j'ai découvert, voilà la révolution copernicienne. Pardonnez-moi, c'est pas du tout ce que j'ai découvert, c'est pas moi qui l'ai découvert, voilà ce que j'ai appris. Et voilà l'espèce de mélange entre une sensibilité des conceptions anthropologiques et puis la réalité scientifique, biologique et chimique de ce que c'est qu'un virus. Alors voilà, il faut donc concevoir les os, l'air, le corps humain, les corps animaux, mais aussi la totalité de l'environnement, comme un espace peuplé d'une infinité de petites séquences d'informations, de petites séquences de data qui ne peuvent devenir informations qu'en entrant en contact avec du vivant. C'est hyper dur ensuite de penser convenablement. Par exemple, on ne peut pas dire le virus veut, le virus cherche à, le virus est destiné à. Non, le virus ne veut rien, le virus ne pense rien, le virus ne se destine à rien, le virus c'est de la data inerte. C'est donc de l'information virtuelle qui ne peut être actualisée que parce qu'un vivant s'y confronte. Et donc, pour le dire très très simplement, le virus ne peut être que ce qu'on en fait. Le virus ne peut être que ce que le vivant en fait. Voilà, parce qu'un virus en soi, c'est de la data inerte. Voilà, des milliards de data inertes, j'ai envie de dire adressées aux vivants, mais ça ne marche pas. Une infinité de petites séquences de data inertes peuplent notre monde et prennent vie dès lors que le vivant s'en empare et leur confère, à ce moment-là, une capacité à se reproduire. Oui, parce que les virus ne peuvent pas se reproduire ni par méiose, ni par scisciparité, enfin bref, ils ne font pas de division cellulaire. Par ailleurs, ils sont beaucoup, beaucoup plus petits que les cellules. Enfin bon, vous vous intéresserez à tout ça si ça vous intéresse. Alors, voilà, ça c'est le premier point. Alors dès lors, on peut dire, le virus, c'est de l'information virtuelle, vivante, disponible. Voilà. Le virus, littéralement, ne circule pas. Le virus, il est circulé, il ne se diffuse pas, il est diffusé. Hein. Vraiment, il ne faut pas arrêter de se rappeler que c'est de l'information virtuelle inerte avant d'être agi par le vivant. Bien. Alors, anthropologiquement, un phénomène pareil, il nous gêne parce que c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de phénomènes qui ressemblent à ça. À quel moment est-ce qu'on se représente être dans un monde peuplé de data inertes que des vivants allument en passant, et alors qu'ils vont informer ou déformer leurs propres cellules et les amener, pour certains, à en mourir, etc. etc. Alors, l'analogie la plus évidente, mais parce qu'elle en est tirée, je pense que c'est l'agent Smith dans Matrix. C'est exactement ça. Donc, si on a vu les trois, Matrix, l'agent Smith, qu'est-ce que c'est? C'est une petite séquence d'informations, une petite séquence de data, de logiciels qui est activée et qui va polluer d'autres séquences qui vont réagir différemment. Certaines deviennent l'agent Smith et meurent par là même, d'autres résistent, comme par exemple Neo. Bon, voilà, on pourrait identifier le... Mais c'est très peu satisfaisant, parce que dans la vie, on n'est pas dans la Matrix, et puis il n'y a pas d'agent Smith. Donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ressemble le plus au virus qu'on considère maintenant comme une séquence de data, ou comme une séquence d'informations virtuelles, qui ne peut être actualisée que par une incorporation, le fait de faire sien les choses, et quand on les fait sien, on les transforme toujours un peu. Alors on pourrait dire directement l'information. L'information, c'est ça. Quand on met des milliards d'informations sur Internet, en réalité, on rend disponible de la data qui ne devient information que dès lors qu'elle est lue et qui va informer de manière différente toutes les personnes qui la reçoivent. Prenez par exemple une fake news, bon ben voilà, j'écris quelque chose de faux, je le mets sur Internet. Pour l'instant, c'est une petite séquence de données qui va être lue, ça devient une information,
et qui va informer, déformer tous ceux qui se l'approprieront de manière différente. Certains la repousseront comme on repousse un virus, certains se laisseront un peu polluer mais de manière très très peu grave, ça ne touchera pas beaucoup, et puis certains vraiment seront complètement bouffés. Bien. Alors, il me semble que la meilleure métaphore que j'ai pu trouver, dans le fond, pour comprendre voilà, ce que c'est que ce virus, c'est l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui, dans le fond, peut être résumé à une petite séquence d'informations. C'est un signe de reconnaissance réciproque qu'on émet à l'infini, qui n'a pas de capacité de reproduction par lui-même, qui ne peut être reproduit que dès lors qu'il entre dans une relation d'estime ou de production. Hein. Donc c'est du produit humain, on pourrait dire, de la même manière que la diffusion du virus ne peut être que le produit de notre action, quand bien même ce serait partiellement consciemment, partiellement inconsciemment. Donc je reviens à ma métaphore, et l'argent c'est une petite séquence d'informations qui va déformer de manière très différente tous ceux qui le touchent. On ne peut pas y échapper, mais on peut devenir ou non avide. On peut devenir ou non agressif dans la quête pour l'argent. On peut devenir ou non accapareur. On peut devenir ou non radin. On peut devenir ou non sobre. On peut devenir ou non désintéressé par rapport à une même matière. Mais on sera tous, qu'on le veuille ou non, touchés par quelque chose qu'on a produit collectivement et qui nous semble quasiment être une nécessité. Alors vous voyez, je rame parce que dans le fond, nous ne faisons pas l'expérience anthropologique du virus pour ce qu'il est. Pour l'instant, on est là en train de dire ah c'est la maladie, il y en a toujours eu, voilà, c'est la faute à un truc parce qu'il a fait ci, c'est la faute à machin parce qu'il a fait ça. Nous ne faisons pas cette expérience très simple du monde comme un ensemble dans lequel est disposé des séquences de données euh, qui, au contact du vivant, qui, lorsqu'elles sont ingérées par du vivant, peuvent donner des événements fastes et néfastes. Voilà. Et peuvent toucher différemment les individus selon leur capacité biologique à ingérer, on pourrait dire interpréter, l'information telle qu'elle se présente. Bon. De ceci, il découle quelque chose de très simple. S'il existe dans le monde une somme de séquences d'informations qu'on assimile à du virus et qu'on tâche de contrôler, toute biopolitique, c'est-à-dire politique visant la gestion du stock humain, toute biopolitique visant à contrôler le virus est une politique visant à contrôler l'information disponible dans le monde. Voilà. Je ne dis rien de délirant, là, je dis simplement une réalité objective qui m'est apparue. Le virus, c'est de la data, qui devient de l'information dès lors que le virus est contracté, c'est-à-dire que du vivant s'en empare. Les virus existent, la data existe dans le monde, elle entre en contact avec le stock de vivant. Toute politique de gestion du stock du vivant par rapport à l'information disponible, donc toute biopolitique du virus, est une biopolitique de l'information. Point. C'est tout. Alors il y aurait 1000 choses à en penser, parce que pour moi c'est un champ totalement neuf de penser les choses comme ça. Mais le premier élément qui vient tout de suite, c'est que d'un seul coup, les parallèles qu'on fait, comme je vous disais, avec le contrôle de l'information, le contrôle des fake news, le contrôle des gens à travers leurs applications, etc., tout ce qui relève dans l'ingénierie sociale des gouvernants de la politique de l'information, ça n'est pas du tout différent de la politique du virus. C'est la même chose. Dans un cas comme dans l'autre, on tente de contrôler de l'information. Voilà. La vraie différence, c'est que dans un cas, on tente de contrôler de l'information produite par des humains. Dans d'autres cas, on tente de contrôler de l'information qui est actualisée par des humains. Ils ne l'ont pas produite, l'ADN ou l'ARN du virus préexiste dans le monde, mais il n'est actualisé que parce que nous l'incorporons. Bon, voilà. Donc voilà, tout simplement, c'est cette petite baffe que je me suis prise et que je voulais partager avec vous. Les biopolitiques du virus sont des biopolitiques de l'information. Bien. Une fois cet énoncé produit, ce constat fait, cette baffe prise, est-ce qu'on commente l'actualité? Elle est glauque, hein? Oui, mais bon.
En même temps, ça passe le temps et on en a bien besoin en ce moment. Alors voilà, quelques petits commentaires au fil de l'eau depuis la dernière vidéo. Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était, je cherchais une analyse démographique fine. Euh, je me demandais voilà, à quoi correspond le déploiement dans l'espace géographique français du Covid. Est-ce qu'il existe des cartes qui ressemblent à la carte du Covid-19? On prend la carte de France avec les lieux où se déploie le plus l'épidémie, le nombre de cas, le nombre de décès. Et je me demandais, voilà, est-ce qu'il existe, dans le fond, des cartes qui vraiment correspondent à cela et qui permettraient de rapporter euh, le développement du Covid à d'autres faits, qui permettraient d'observer des variations concomitantes. Bon, et ben prenez-le comme vous voudrez, mais j'ai trouvé une carte qui ressemble quasiment très exactement au déploiement du Covid aujourd'hui, Covid-19 en France, c'est-à-dire que vous prenez la carte du déploiement des cas de Covid-19 et des nombres de décès en France aujourd'hui, elle correspond de manière très troublante, quasiment exactement, à la carte des électeurs Nicolas Sarkozy au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2012. Voilà. Donc en gros, le Covid se déploie très vite et très fort partout où en 2012 il y a eu une majorité de vote Nicolas Sarkozy. Bon. Je pense qu'il serait intéressant que les démographes se mettent sur le coup et vraiment nous. Alors je vous mets la preuve de ça dans les liens, hein. C'est une statistique de l'INSEE pour l'essentiel, et puis évidemment le résultat de l'élection, c'est le résultat de l'élection. Bien. Alors, deuxième chose qui m'est venue à l'esprit, c'est simplement un temps d'arrêt. On est un certain nombre en France à être parents, et notamment de jeunes enfants. Et le fait que l'école soit arrêtée fait que nous vivons avec nos enfants. Et en fait, on voit que la gigantesque ingénierie sociale qui permet de libérer les parents en tant que travailleurs de leurs enfants, et de mettre les enfants à l'école, on voit que quand elle est en panne, il se passe des situations auxquelles on n'est pas habitué. On doit s'occuper des enfants tout le temps. Il n'y a pas d'ASMAT, il n'y a pas d'école maternelle, il n'y a pas d'école primaire, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée pour faire en sorte que l'adulte, les deux adultes ou l'adulte d'un foyer fasse exactement ce qu'il veut, notamment travailler, être exploité, etc., pendant que les enfants sont à l'école. On prend un petit peu dans la face le fait que quand l'école publique, gratuite, laïque, obligatoire, etc., a été instaurée, on a certes libéré les enfants du travail au bas âge, si on veut bien, enfin du travail, mais on a simultanément libéré du temps des parents pour qu'ils aillent se faire exploiter, pour qu'ils aillent travailler. Et ce qui est intéressant à cet endroit-là, c'est de se dire, dans le fond, là je suis en train de vivre le travail de parent à temps plein. Voilà ce que c'est qu'être parent à temps plein. Voilà ce que c'est qu'être parent, en réalité. Nous sommes en train de vivre le fait d'être parent. Voilà, sans le soutien d'une ingénierie sociale. Je crois que c'est une expérience extraordinaire. Voilà. Alors évidemment, il y a toutes sortes de pollutions, puisque nous ne cessons pas d'être exploités pendant ce temps-là. Moi, je travaille en téléprésence, puis je travaille à mon bureau tout le temps, en tout cas au moins la moitié de la journée, quand on est réparti en 50-50 avec mon épouse. Mais dans le fond, nous faisons l'expérience du foyer qui doit s'occuper d'un enfant, puis c'est tout. Voilà, sans ingénierie sociale qui vient derrière assurer théoriquement une certaine forme d'égalité des chances et puis un accès aux futurs citoyens, pardon, un accès des futurs citoyens à un enseignement tel qu'ils soient capables de se faire un jugement parce qu'ils sont capables de lire, écrire et compter par eux-mêmes, etc. Donc je ne critique pas l'école, c'est pas du tout ça mon point. Nous faisons l'expérience d'être parents. Voilà. Sans soutien d'une prothèse d'ingénierie sociale. Bien, ça serait vraiment à creuser. Troisième point, beaucoup moins drôle, vous savez qu'il y a eu quelques échauffourées suite à des violences policières ou d'autres choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ignore. En tout cas, il y a eu des échauffourées
dans quelques villes de France, des villes pauvres, notamment Saint-Ouen et Villeneuve-la-Garenne, je crois. On en a vu quelques images et beaucoup d'images sur les réseaux sociaux. Je voudrais simplement utiliser, c'est pas très glorieux, mais enfin utiliser ces faits pour venir renforcer un point que j'ai déjà mentionné dans ces vidéos et qui me semble fondamental. Rappelons-nous des continuités. Gardons à l'esprit que ce que nous voyons sous les yeux, ce sont des continuités et pas des ruptures. Restons vigilants dans le fait de ne pas croire au monde d'avant, monde d'après, et bien voir les continuités. Comme d'habitude, dans les territoires les plus pauvres, les plus mal desservis, dans ces territoires qui, comme d'habitude, envoient un prolétariat servir de chair à Macron, pardon, de chair à canon dans la lutte contre le Covid-19, c'est-à-dire voilà, des gens qui vont faire toutes les tâches les moins bien rémunérées, les plus essentielles, dans ces lieux les plus pauvres, les plus mal desservis, qui envoient de la chair à Macron, à canon, contre le Covid-19, dans ces territoires particulièrement victimes de violences policières et dans lesquels s'est instauré des jeux que Fassin décrit très bien dans La Force de l'Ordre. Dans ces territoires-là, comme d'habitude, alors que nous sommes dans un grand moment d'union nationale, aucune forme de solidarité particulière ne leur a été adressée, et ces territoires souffrent, comme d'habitude, ou de manière plus dure encore, des injustices et des discriminations dont ils souffrent habituellement. On est dans une pure continuité. Et donc, il y a des échauffourées en pure continuité, par ailleurs. Bien. Enfin, dernier point, mais peut-être sur un ton plus badin, quoique là aussi, en fait, en pure continuité avec mon propos, je me disais, vous savez, je vous avais parlé d'Oedipe parce que le sujet de la pièce, c'est que dans le fond, il y a la peste à Thèbes. Parce qu'en réalité, le roi a commis de grands crimes, il a couché avec sa mère et il a tué son père. Le roi, c'est Oedipe. Mais je me disais que dans le fond, heureusement qu'Emmanuel Macron... Pardon, heureusement pour Emmanuel Macron que nous ne soyons pas des Grecs antiques, parce que, dans le fond, un type qui commence sa carrière dans le grand monde en tuant son père politique et en épousant une femme qui aurait pu être sa mère, ça aurait pu nous faire penser, si nous avions été Grecs antiques, qu'il est responsable de l'épidémie, qu'il a fâché les dieux, et qu'on irait mieux s'il se crevait les yeux et qu'il partait en exil. Voilà, mais par bonheur, nous ne sommes pas des Grecs anciens. Bien. Sur ce, eh bien, salut tes joies, salut et respect. À la prochaine.